Catherine Rosalie Gérard Duthé, connue simplement sous le nom de Rosalie Duthé, est née le 23 novembre 1748 au palais de Versailles, à Paris. Elle venait d'une famille bourgeoise respectable car son père, Jean-François Girard, s'occupait du château. Bien qu'il ait également été affirmé qu'il travaillait comme valet de chambre auprès du roi Louis XV, sa mère était Louise Rosalie Carmon, qui passait ses journées à s'occuper de la maison et des enfants. Quelques jours après sa naissance, Rosalie fut baptisée dans la paroisse de Saint-Louis. Cependant, pour une raison inconnue, son père était absent. Il est possible que Jean-François ait manqué cet événement à cause de son travail. Peut-être qu'il attendait Louis le Bien-Aimé, comme on l'appelait. À sa place, le document officiel du baptême a été signé par la grand-mère et le parrain de Rosalie. Étant issue d'une famille bourgeoise, la jeune Rosalie n'a pas eu le privilège d'avoir une gouvernante, comme c'était typique pour les filles de la haute société. Néanmoins, elle a tout de même reçu une bonne éducation catholique, ayant été envoyée très jeune au couvent de Saint-Aire. Finalement, elle s'est lassée de la vie au couvent et l'a quitté à l'âge de 15 ans. Ensuite, elle a été envoyée chez sa riche tante, Madame Duval. On pense qu'elle a fait fortune en tant qu'entremetteuse. Sa capacité à unir l'élite de la France était sans égale, ce qui a conduit à de nombreuses relations et mariages réussis. Malgré cela, Madame Duval aimait prétendre qu'elle était modiste. C'est en vivant chez sa tante que Rosalie allait voir sa vie prendre un tournant énorme et inattendu. Rosalie fit la connaissance de deux jeunes femmes appelées Marie et Geneviève Véronteau de Verdières. Filles d'un marchand de limonade, elles avaient en connu une adolescence semblable à celle de Rosalie. Cependant, ces jeunes femmes devinrent des courtisanes célèbres à l'époque du roi Louis XV. Étrangement, les deux sœurs avaient été les amantes du célèbre soldat et officier Maurice, comte de Saxe. En 1748, Marie donna même naissance à une petite fille, qui était la fille du comte. Le comte mourut malheureusement 2 ans plus tard. Les Verdières étaient connus pour leur habileté et leur pouvoir de séduction, de nombreux nobles souhaitant les avoir comme maîtresses, malgré le fait qu'elles étaient réputées pour ruiner financièrement beaucoup de leurs protecteurs. Les deux courtisanes, qui étaient aussi actrices, prirent alors la jeune Rosalie sous leur aile et entreprirent de lui enseigner les compétences nécessaires pour qu'elle puisse réussir en tant que danseuse d'opéra. À Paris, Rosalie était une jeune fille charmante, aux joues roses, qui avait vite appris à chanter, jouer la comédie et faire rire, ainsi que les compétences sociales nécessaires pour fréquenter l'élite du pays. Pendant son séjour chez Marie et Geneviève, elle observait aussi attentivement comment ses sœurs avaient réussi à soutirer autant d'argent à leurs amants. Bien sûr, elle a compris qu'une vie fabuleuse l'attendait si elle suivait leurs traces. Alors, elle prit soin de noter toutes leurs astuces. À 17 ans, elle fit la connaissance de l'archevêque de Nambon, âgé de 44 ans, Arthur Richard Dillon. Il ne fallut pas longtemps avant que l'archevêque prenne la jeune Rosalie comme maîtresse, devenant ainsi son premier protecteur. Arthur Richard l'a également aidé dans sa carrière en lui faisant découvrir de nouvelles chansons et danses. Mais bientôt cette relation de courte durée prit fin et Rosalie rejoignit un bordel de luxe appartenant à une madame de Saint-Étienne. C'est à la suite de cela qu'elle devint largement connue sous le nom de Rosalie Duthé. Probablement en raison de sa grande beauté, il ne fallut pas longtemps avant que de nouveaux hommes riches ne s'intéressent à Rosalie. Sa prochaine liaison notable fut avec Hochcart de Montfermeil, le fermier général des impôts. Ce poste consistait à percevoir les taxes au nom du roi. Ces grands collecteurs d'impôts s'assuraient également de s'accorder de généreuses primes. C'est grâce à Montfermeil que Rosie fit ses débuts à l'Opéra de Paris, où elle se produisit sous le nom de scène Mademoiselle Rosalie. C'est en se produisant que Rosalie acquit la réputation d'être une blonde écervelée. Pourtant, en réalité, elle était plutôt intelligente. Elle fut associée à la stupidité à cause d'une étrange habitude qu'elle avait. Rosalie faisait généralement une pause avant de commencer à parler. Pour une raison quelconque, certains pensaient que cela signifiait qu'elle était stupide, bien que ce ne fût clairement pas le cas.
Cette pose inhabituelle qu'elle faisait a inspiré une satire en un acte à son sujet, intitulé « La curiosité de la froid au crelard », qui aurait fait rire Paris pendant des semaines. Cela causa tant de détresse à Duterte qu'elle promit même d'embrasser quiconque pourrait rétablir son honneur. Malgré la position confortable qu'elle occupait à Montfermeil, Rosalie n'était pas satisfaite, alors elle prit plusieurs amants en même temps. Très probablement, elle gardait ses liaisons courtes afin de maximiser à la fois la richesse et le plaisir. Petit à petit, mais sûrement, les cadeaux et les petites pensions de ses protecteurs lui permirent de mener une vie confortable à Paris. Elle attira même l'attention de nombreux érudits, tels que le philosophe Diderot, le poète Gentil Bernard et l'historien Marmontel, entre autres. Néanmoins, la beauté de Rosalie n'était pas encore connue parmi la royauté et l'aristocratie française. Cela allait changer en 1766, lorsqu'elle séduisit le duc de Chartres, âgé de 19 ans, qui allait devenir le duc d'Orléans, Philippe Égalité. Il allait été affirmé que la jeune femme a pris la virginité du duc. La nouvelle se répandit dans les cercles aristocratiques, et bientôt de nombreux autres hommes désirèrent la belle Rosalie. Étrangement, coucher avec un aristocrate bien connu a, d'une certaine manière, amélioré sa réputation, lui donnant une sorte d'assentiment royal. À ce moment-là, sa liaison avec le jeune duc était terminée, et une série d'hommes riches commencèrent à la courtiser, beaucoup d'entre eux devenant ses nouveaux protecteurs. Cela comprenait le duc de la Trémoille, les comtes de Dufour, le chevalier de Clermont et monsieur de Blagny. Pour gagner ses faveurs, ces hommes la couvraient hors de cadeaux, faisant de Rosalie une jeune femme encore plus riche. Avec sa richesse, elle commanda de nombreux portraits d'elle-même. Avec le temps, elle fut peinte par certains des artistes les plus célèbres de France, et même des sculptures d'elle furent réalisées. En 1768, Christian VII, roi du Danemark et de Norvège, voyageait à Paris et Londres. Ayant tant entendu parler de la grande beauté de Rosalie, il ne put s'empêcher de la rencontrer pendant son séjour en ville. Bien sûr, l'aventure fut de courte durée, car le roi ne pouvait pas rester. Néanmoins, cela lui laissa plus d'argent qu'elle n'en avait jamais eu auparavant. Avec cette grande richesse, elle acheta un hôtel de luxe dans le quartier d'Alès à Paris. Sa réputation et sa beauté étaient en telles que même le roi Louis XV gardait un œil sur elle. Cependant, il semble que sa longue liste d'amants ainsi que son infidélité l'ayant découragée. En tout cas, Rosalie ne manquait pas de nobles qui voulaient la conquérir. Après sa liaison avec le roi du Danemark et de Norvège, elle a eu des aventures avec le marquis de Genlis, le comte de Makoaski et le prince de Conti. En 1775, alors âgée de 26 ans, elle fut courtisée par le comte d'Artois, futur Charles X qui avait presque 9 ans de moins qu'elle. Sa cadette Rosalie attira l'attention du jeune comte après qu'il eut vu un portrait de la belle dame. Après quelques jours de cour, Rosalie finit dans son lit. Au cours de leur relation de 6 mois, le comte fit tout son possible pour satisfaire sa maîtresse. Ce n'était un secret pour personne qu'il était épris d'elle, organisant des fêtes en son honneur et dépensant apparemment pour 80 000 livres de bijoux à son intention. Environ 13 millions de livres aujourd'hui. On disait que chaque soir, il venait la suivre dans les allées du palais royal, affichant publiquement une passion qu'il aurait dû dissimuler pour préserver son rang. Même si le comte était marié à Marie-Thérèse de Savoie, il n'était pas très discret au sujet de cette liaison. Pendant qu'il convoitait Rosalie, Marie donna naissance à leur premier enfant, Louis-Antoine. Malheureusement pour elle, elle n'était pas connue pour sa beauté, ayant été décrite comme mal faite, maladroite et avec un long nez. Bien qu'on dise qu'elle avait bon cœur à la cour, son incapacité à satisfaire son mari faisait l'objet de plaisanteries. On disait que le prince, ayant eu une indigestion avec le gâteau de Savoie, venait prendre le thé à Paris. C'est un jeu de mots sur le nom de famille de Rosalie, Duthaire, car « terreur » en français signifie « thé ». À une occasion, la reine Marie-Antoinette aurait aperçu le carrosse et l'attelage de Rosalie, qui étaient bien plus richement décorés que les siens.
La reine ne pouvait pas tolérer cela et, prise de jalousie, elle a chassé Rosalie des Champs-Élysées. En 1776, le jeune comte rompit avec Rosalie pour rechercher d'autres aventures féminines. L'année suivante, Rosalie partit pour l'Angleterre, où elle eut 2 liaisons avec des nobles et même avec le prince de Galles. En 1778, elle retourna en France. Plus riche que jamais, Rosalie acheta un hôtel particulier à Paris et, ironiquement, son voisin était l'un de ses anciens amants. Au cours des années suivantes, elle continua la plupart de ses habitudes, profitant d'une vie de luxe et d'animation. Elle assistait toujours à des événements mondains où elle se retrouvait en présence de ses anciens et actuels amants. En 1786, Rosalie retourna encore en Angleterre. Approchant désormais de la quarantaine, elle n'avait plus les mêmes charmes physiques qu'autrefois. Néanmoins, plusieurs hommes fortunés étaient encore désireux de la courtiser. L'une de ses dernières relations notables fut avec George Wyndham, 3e comte d'Aigremont. Le couple était fréquemment vu ensemble, surtout à l'opéra. Le comte lui a même offert un carrosse doré. Une histoire raconte que l'ancien amant de Rosalie, lorsqu'ils étaient adolescents, Louis-Philippe II-duc d'Orléans, l'a présenté à son fils de 15 ans, Philippe, qui deviendra plus tard le roi Louis-Philippe, pour qu'il apprenne certaines réalités de la vie. Apparemment, le duc d'Orléans craignait que son fils de 15 ans ne s'intéresse un peu trop aux hommes, alors il espérait que Rosalie pourrait l'éduquer sur la sexualité. Les rumeurs disent qu'au des Cans que ces leçons étaient si bonnes que le jeune prince est vite devenu un expert. Plus tard, on a vu Rosalie dans le carrosse royal de Philippe sur les champs de l'Isère. D'habitude, seuls les membres de la royauté étaient autorisés à monter dans ces carrosses. Alors, quelques jeunes aristocrates se sont moqués d'elle en scandant « la Duthé a dû téter », ce qui voulait dire que Rosalie Duthé devait avoir sucé. Rosalie est restée en Angleterre pendant 6 ans. Puis, elle est retournée en France en 1792 pour faire retirer son nom de la liste des émigrés. Malheureusement, avant son retour, l'un de ses manoirs a été confisqué et déclaré bien national. Une fois en France, elle a essayé de récupérer cette propriété et espérait protéger d'autres biens qu'elle avait dispersés dans Paris. Avec l'aide de son ami, qui était banquier et s'appelait Jean-Frédéric Perregaux, les finances de Rosalie étaient bien tenues. Perregaux a été décrit non seulement comme l'un de ses amis les plus proches, mais aussi comme son plus grand admirateur. La rumeur dit qu'il s'est suicidé en 1809 en contemplant un portrait de Rosalie qu'il avait commandé en 1792. En janvier 1793, le roi Louis XVI a été exécuté. Rosalie a été scandalisée par cela et a exprimé publiquement son opinion. Cependant, les révolutionnaires français n'ont pas apprécié cela. Craignant de subir le même sort, Rosalie est partie pour l'Angleterre quelques jours plus tard. Heureusement, elle a échappé aux horreurs vécues par beaucoup durant la Révolution. Rosalie est restée en Angleterre pendant 23 ans, ne revenant qu'en 1816, sous la Restauration. Malgré son âge avancé, Rosalie avait encore une foule d'admirateurs et recevait de nombreux visiteurs. Ses dernières années furent paisibles. Contrairement à la plupart des courtisanes, elle n'a pas dilapidé sa fortune et a vécu une longue vie en bonne santé, bien qu'elle fût presque aveugle au moment de sa mort. Rosalie Duterre est décédée le 24 septembre 1830 à l'âge de 82 ans. Elle a ensuite été enterrée au cimetière du Père-Lachaise à Paris. On pense que sa fortune considérable a été partagée entre ses cousins, car au moment de sa mort, la plupart des membres de sa famille étaient décédée. Et malgré ses nombreuses aventures sexuelles, elle n'a pas eu d'enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Rosalie Duterre. Si elle vous a plu, laissez un j'aime et un commentaire. Nouveau, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur mise en ligne. Si vous avez des recommandations, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-moi un email. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, alors je vous retrouve tous dans le prochain épisode de Vise oubliée. Merci.